Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo particulière. Je vais parler de mon expérience de façon générale après près de 25 ans au Canada. Voilà, c'est une histoire d'immigration. Près de 25 ans au Canada. Quelle est mon expérience? Évidemment, je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça ferait une vidéo de plusieurs heures, plusieurs jours. Je vais aller vraiment par des points. Enfin, je vais choisir des points au hasard pour les points qui me viennent en tête. Et puis, si jamais il faut approfondir, ben, vous pouvez toujours aller dans les commentaires, demander un aspect particulier que je peux approfondir. Et puis comme ça, on pourra faire une autre vidéo plus détaillée. Mais de façon générale, je vais faire une vidéo courte. Ce n'est qu'une idée. Peut-être qu'il y aura la suite, puisque c'est la première fois que j'ai une idée comme ça. Voilà, déjà c'est une vidéo qui va parler de l'expérience de près de 25 ans au Canada pour une première génération. Je crois que c'est ça qui va faire la différence avec cette vidéo. C'est surtout du fait que je suis de la première génération. Moi, je suis venu avec mes parents, je suis venu ici mineur, avec mes parents. Mineur, donc on va dire adolescent, quoi. Donc aujourd'hui, comme vous savez, sur cette chaîne, on parle généralement des finances. On va essayer d'aller vers l'angle finance, tout à fait. Mais voilà, c'est une expérience, quoi. Déjà, quand on arrive en tant que mineur, je vais vous dire aussi surtout comment j'ai résisté. Parce que la campagne des politiciens et des médias, surtout sur les immigrants, les gens qui arrivent, c'est la pression pour que justement ces gens-là s'assimilent. Pour qu'ils s'assimilent complètement, qu'ils perdent leur identité, leur culture. Et tant que ce n'est pas fait pour eux, vous n'êtes pas intégré. Pour être intégré, il faut absolument que tu sois comme eux. Or, moi, déjà jeune, dans mon adolescence, j'ai toujours lutté contre ça. J'ai toujours lutté et je vais vous dire comment j'ai lutté. Évidemment, quand je suis arrivé, moi, je ne parlais pas français au Québec. Je venais d'un pays anglophone. Initialement d'un pays francophone, mais j'ai quitté aussi très jeune là-bas. Je suis allé dans un pays anglophone. Et donc, d'un pays anglophone, arrivé au Québec, en ce moment-là, écoutez, il fallait entrer d'abord dans une classe de francisation. Une année que j'ai fait dans cette classe-là, parce que par la suite, il fallait aller dans une école régulière. Donc, dans une classe de francisation, le but n'était pas de parler correctement, mais de comprendre les grandes lignes, de comprendre l'essentiel, on va dire. L'essentiel, c'est-à-dire que tenir une courte conversation avec quelqu'un. Et donc, ça s'est bien passé. Comprenez où est-ce que je vais venir avec ça? Donc, on arrive dans un nouveau pays qui est francophone. Nous-mêmes, on n'est pas considérés francophones parce que, bon, on a parlé français, mais très jeune, qu'on a dû oublier carrément. Donc, tu arrives dans un nouveau pays où on parle français. Et puis voilà, on te met dans une classe de francisation pendant une année. Moi, je pense que je n'ai même pas fait une année. Hein. J'apprenais tellement vite. Je n'ai même pas fait une année. On m'a fait sortir de cette classe-là pour intégrer la classe régulière. Quoique même à l'école, on nous a fait reculer, hein, des années par rapport à notre niveau. À mon niveau que j'avais en tout cas secondaire à l'époque, d'où je venais.
Et finalement, ben, il fallait continuer. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est que finalement, ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, j'ai été, il fallait apprendre maintenant la langue de tous les jours, c'est-à-dire qu'au niveau, avec des amis, dans la société, bon voilà, il fallait parler français. En ce moment-là, toutes les langues, les autres langues que je connaissais, je ne pouvais même pas les utiliser. D'ailleurs, il y en a certains que j'ai oubliés à cause de ça, parce qu'en ce moment-là, j'étais immergé vraiment dans les français, quoi. J'étais déterminé à apprendre, j'étais vraiment déterminé. Et moi, c'était encore plus rapide parce que j'étais impliqué. J'écrivais de la poésie déjà d'où je venais. Et donc, je commençais à écrire de la poésie en français. J'ai intégré, on a commencé un groupe de rap, justement, dans la ville de Québec avec des amis. Hein? Et puis, en ce moment-là, voilà, moi, j'étais plutôt l'écrivain. Ça m'est passionné. J'étais vraiment dedans. J'écrivais en français. Le dictionnaire était mon meilleur ami. Donc, je travaillais, je consultais le dictionnaire. C'était voulu d'utiliser de nouveaux mots. Parfois que je ne comprenais pas tout à fait, mais j'avais un dictionnaire à côté de moi. Je cherchais des mots que je ne savais pas pour les intégrer dans mes chansons. Donc, il fallait le dictionnaire pour que je comprenne l'essence. Et ensuite, je les mette dans une composition, dans une phrase, etc. Je le dise. C'était comme ça que j'ai commencé. Mais pourquoi je dis qu'il y avait la pression des politiques et aussi peut-être médiatique? C'est parce que justement, vous allez voir mon accent. Mon accent n'est pas tout à fait un accent québécois. Je peux comprendre les Québécois, je peux comprendre presque tous les accents, parce qu'au Québec, il y a aussi beaucoup d'accents québécois. Je peux comprendre tous ces accents. Je peux comprendre les accents franco-ontariens. Mais simplement, je n'en ai pas. C'était voulu de ma part, en tout cas. Je ne dis pas que tout le monde c'est voulu, mais moi, personnellement, c'était voulu. Je me suis toujours bagarré contre le fait d'être assimilé. Parce que l'idée au Québec, c'est qu'il faut que tu t'assimiles. On en fait même la promotion. Il faut que tu deviens québécois presque de souche. Or, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas les devenir sans perdre de soi-même. Et moi, je n'ai jamais voulu perdre quoi que ce soit de moi-même. J'ai toujours voulu additionner. Sur ce que je suis déjà, je peux additionner une nouvelle culture québécoise. Je peux toujours additionner une nouvelle langue, je peux additionner, mais je n'ai jamais voulu perdre tout ce que je suis pour devenir quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est ça la promotion qu'on fait dans certains partis politiques au Québec, où on dit que ben voilà, il faut les assimiler. Tant que ce n'est pas le cas, ils ne sont pas vraiment... voilà, c'est un peu ça. Et donc, moi, j'ai toujours dit, ben, la langue québécoise, pour quelqu'un qui n'était pas francophone, qui arrive comme première langue, comme première fois, qui va parler français, qui va l'apprendre, qui va l'apprendre, c'était plutôt facile de parler québécois, parce qu'on est entouré que de gens qui parlent québécois, que ce soit à l'école, au travail, etc., les voisins, machin, partout. Donc c'était tellement facile de parler québécois que de parler français. Très facile. Mais malheureusement, moi, ça m'a pas réussi. Parce que justement, j'ai lutté contre ça. J'étais en train de lutter vraiment contre ça. Parce que je me disais que je ne vais pas être assimilé. J'aimerais avoir un accent qui n'est ni québécois, ni autre chose. Un accent neutre. Ça, c'était voulu. J'ai des amis qui faisaient l'effort pour parler comme des Français. Il y en a beaucoup... J'en avais d'autres aussi qui faisaient autre chose, qui voulaient par exemple parler comme genre un français genre international. Il y en a d'autres qui voulaient parler genre québécois. Donc quand je veux dire québécois, ils voulaient prendre comme un accent, je veux dire des Saguenay, un accent parfois de Québec, d'autres d'Abitibi. J'ai même des franco-ontariens qui prennent l'accent.
parfois, c'est pas voulu. C'est juste, par la force des choses. Il se retrouve qu'il parle, voilà, avec cet accent. Or, moi, j'ai toujours lutté pour ne pas faire ça. Donc, moi, mon combat était plutôt de faire justement le contraire. Je veux dire, le combat, c'était de pouvoir avoir un accent ou ne pas avoir un accent. D'ailleurs, l'idée, c'était de ne pas avoir un accent. Mais on ne peut pas ne pas avoir un accent. L'idée, c'était d'avoir un accent qui est neutre. Et malheureusement, pour ça, c'est du travail. Parce que, de façon tout à fait naturelle, il aurait fallu que je parle québécois, comme beaucoup d'autres. Ça, c'est mon expérience vraiment dès le début. Donc ça, il m'a fallu un effort vraiment personnel pour arriver à ça. Parce que je connais aussi d'autres personnes qui sont arrivées avec moi en même temps, mais qui parlent donc avec un autre accent, avec d'autres accents québécois. Et malheureusement, il y a la promotion qui s'est faite pour justement que les gens soient assimilés. Or, moi, je n'ai jamais voulu perdre ni ma culture, ni mes cultures, parce qu'il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'en ai perdu une langue que j'ai perdue complètement, une ou deux langues que j'ai perdues complètement. Pourtant, je parlais très couramment. Que j'ai perdu parce que j'étais concentré au français. Ça, c'est vraiment l'unique raison. Parce que je voulais parler absolument français et que je n'ai pas eu le temps de continuer à converser avec des gens dans cette langue-là. Eh bien, je les ai perdus. Mais si j'avais accepté cette assimilation voulue par des partis et des médias québécois, ben, j'aurais perdu même toutes les autres langues. Parce que, entre parenthèses, j'en parle encore au moins 5 ou 6 langues. Mais j'aurais perdu tout ça si il aurait fallu que, voilà, je sois assimilé. On ferme la parenthèse avec cette histoire d'assimilation. Ce n'était qu'une introduction par rapport à mon expérience de près de 25 ans au Canada. Alors, moi, j'ai vécu dans 2 provinces, principalement le Québec et l'Ontario. Et Ontario, c'est la plus grande province au Canada, la plus peuplée aussi. Si de mémoire, je pense qu'on parle de 12 millions d'habitants, si je ne m'abuse, quelque part là, pour l'Ontario. Et pour le Québec, on parle d'environ 8 millions d'habitants, si je ne m'abuse aussi. Donc, ce sont les 2 provinces que je connais. Je connais, mais je connais beaucoup plus, disons, le Québec que l'Ontario, quoique je connais les 2. Alors, mais j'ai voyagé quand même dans d'autres provinces canadiennes. Le Canada, c'est le même un peu partout, à part le Québec qui a certaines particularités, on va dire politiques ou légales. Mais le Canada, c'est le même. Vous allez trouver les mêmes types de magasins partout. Vous allez trouver les mêmes... Voilà, il y a quelques nuances dans les règlements des villes, tout ça. Mais de façon générale, le Québec, c'est le même. Et le Canada, le Canada, c'est le même. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais aborder d'autre par rapport à cette expérience de près de 25 ans? Des grandes lignes, hein, parce qu'on n'entre pas dans les détails trop, parce que sinon ça prendrait des heures et des heures. Mais c'est pour dire que, bon, déjà, avant, maintenant les choses ont changé. Les choses ont changé au Canada. Beaucoup changé parce que les immigrants de notre génération, on va dire, arrivaient ici, ils n'avaient pas d'aide. Je ne parle pas d'aide du genre, voilà, vous avez un endroit où habiter, voilà, vous savez où se trouve le magasin. Je ne parle pas de ce genre d'aide. Je parle, il n'y avait pas, voilà. Là, c'est vraiment typiquement culturel. Vous arrivez, les immigrants sont souvent entre eux. On parle souvent d'intégration, d'assimilation, mais on ne fait pas assez d'efforts pour intégrer les immigrants. On ne faisait pas l'effort. Maintenant, je ne sais pas, mais avant, on ne faisait pas d'efforts, vraiment, pour faire intégrer des immigrants. Il ne suffit pas qu'on vous montre où se trouve le magasin pour que vous vous débrouilliez. Vous venez d'un milieu culturel complètement différent. Complètement différent. Donc, ça prend beaucoup plus que vous montrer où se trouve le magasin, où se trouvent les hôpitaux.
pour que vous intégriez en fait. Et donc, ça se trouve que quelques immigrants, parce que quand on est arrivé, en fait, il n'y avait pas beaucoup vraiment d'immigrants qui viennent même des pays proches ou même des mêmes pays, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, il y avait quelques petites communautés ici et là qui pouvaient se rencontrer, mais très éparpillées. Et donc, les gens qui pouvaient venir en aide pour une situation quelconque étaient souvent des églises. Mais les églises sont limitées aussi dans ce qu'elles peuvent faire. Très limitées. Et donc, l'aide reste beaucoup plus humanitaire qu'autre chose. Maintenant, pour que vous soyez épanoui économiquement, ce n'est pas l'aide humanitaire dont vous avez besoin. Vous avez besoin des emplois, vous avez besoin des opportunités d'affaires, vous avez besoin d'être vraiment informé, vous avez besoin de... Voilà. Et là, maintenant, d'ailleurs, ça tombe maintenant dans les sujets de notre chaîne, parler des finances. Et donc, ça tombe que les gens qui sont venus de cette génération-là ont perdu énormément de temps parce qu'ils ont trouvé d'autres, je veux dire, immigrants venus 20 ans, 30 ans plus tôt, dans les années 80, dans les années 70. Ce genre d'immigrants était bon parce que à l'époque, c'était des étudiants. C'était uniquement des étudiants qui venaient et qui décidaient de rester. Et donc, une fois ils sont restés, ils ont été engagés, ils sont bien, soit professeurs, soit ceci, soit cela. Eh bien, il y en avait beaucoup quand même, qui étaient déjà là, vers ces années, qui avaient fait déjà 20-30 ans. Mais le problème est que, justement, ces gens-là ne pouvaient pas non plus donner un certain soutien, on va dire un certain même mentorat. Je vais utiliser le mot mentorat parce que c'est plus approprié, je pense. Parce que quand quelqu'un, vous voulez vraiment l'aider dans cette situation-là, c'est vraiment jouer le rôle d'un mentor, peut-être. Lui dire peut-être ce qu'il faut faire, à quoi s'attendre dans ce pays, qu'est-ce qu'il faut faire, ceci, cela. Mais non, quand les gens rencontrent d'autres immigrants, mais l'idée c'était de discuter, comment ça se passe chez nous, voilà, vous vous racontez des histoires de chez vous, vous mangez, c'est tout. Il n'y a pas de discussion vraiment approfondie sur comment réussir dans ce pays. Ce genre de discussion manquait entre immigrants. Il n'y avait pas ce genre de discussion. Ils vont discuter comment on mange chez nous, où est-ce qu'on peut trouver à manger de chez nous, où est-ce qu'on peut faire ça, où est-ce qu'on peut faire ceci. Mais ça s'est limité là. Il n'y avait pas de discussion approfondie. Donc, c'était difficile pour les immigrants de pouvoir s'en sortir dans ce pays. Les immigrants de ma génération, de s'en sortir dans ce pays, c'était compliqué. Puisqu'il n'y avait ni le soutien des autres pour que l'intégration soit réussie. Il n'y avait pas ni le soutien des autres immigrants venus 20 ans plus tôt ou 30 ans plus tôt qui étaient là, bien réussis dans leur vie parce que les premiers immigrants qui étaient des étudiants, et en tout cas avaient bien réussi quand même. À l'époque, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils avaient plutôt bien réussi. Ils étaient aussi très très minoritaires aussi. Mais aujourd'hui, de l'époque, dans ma génération, quand on est arrivé, mais ce soutien-là ne se voyait pas. Donc, la réussite était très difficile. Aujourd'hui, c'est différent. C'est différent dans le sens que quand les immigrants arrivent aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants maintenant. L'information est plus facile à partager. Et même les Québécois des souches, les Canadiens des souches, je trouve qu'ils sont plus ouverts maintenant parce qu'ils ont vécu avec des immigrants comme nous et comme d'autres. Ils sont maintenant habitués. Ce n'est pas... Voilà. Ils ne sont pas aussi méfiants qu'ils les étaient à notre époque où ils se méfiaient des autres, des immigrants. Voilà, ils les voyaient comme... avec moindre importance, j'ai l'impression. Je vais utiliser les termes. Avec moindre importance. C'était comme ça qu'on était un peu vus. On sait que vous habitez ici, mais on ne s'attend pas vraiment à de grandes choses de vous. Les emplois pour trouver, c'était pas aussi facile. C'était très très difficile même, je dirais, pour les immigrants. Et ça malheureusement, c'était la réalité de beaucoup de gens.
qui étaient justement en train d'essayer tout simplement de survivre, de comprendre le système, de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais ce n'était pas facile justement pour eux de voir que justement c'était quelque chose qui était possible, qui était faisable, de s'en sortir dans ce pays, de réussir dans ce pays. Donc aujourd'hui, les choses sont différentes. Sont différentes pour ces gens-là, sont différentes pour tout immigrant qui arrive aujourd'hui au Québec a plus de chances de réussir plus rapidement que les gens qui sont venus à notre époque, donc 25 ans, 20 ans, 25 ans plus tôt. Ils ont beaucoup plus de chances de réussir rapidement. Parce que déjà à notre époque, quand vous arrivez, personne dans le cercle pouvait même vous expliquer comment fonctionne la cote de crédit, comment fonctionnent les dossiers de crédit. Si vous en possédez même un dossier de crédit, personne pour vous expliquer. Il n'y avait pas d'internet déjà. On pouvait pas avoir vraiment plus d'informations. Donc la seule information, c'était l'information que quelqu'un aurait bien voulu vous partager. Comme je dis, toute information pouvant mener à des emplois, à des opportunités, à réussir financièrement, économiquement. Cette information n'était pas partagée. On pouvait bien partager où se trouvent les soupes populaires, où se trouvent des églises pour vous aider si vous n'avez pas à manger, des trucs comme ça. Vraiment, l'aide, on va dire, humanitaire. Mais l'aide pour, on va dire, des opportunités d'affaires, des opportunités pour le travail, vraiment des opportunités économiques, ça, malheureusement, c'était pas quelque chose qui était partagé et qui pouvait, justement, même partager cette information. Parce que tout le monde, les Québécois des souches et les Canadiens des souches étaient méfiants, étaient un peu entre eux. Les immigrants, déjà, ils ne savent pas où aller, ils sont vraiment obligés d'être entre eux. De l'autre côté, les médias qui font vraiment du bruit en complicité avec des politiques pour mettre la pression pour que justement les immigrants ne s'intègrent pas. Voilà, c'était un peu cette situation qui régnait pendant de nombreuses années. Et donc, ça a pris énormément de temps pour nous, notre génération, de comprendre, à ressaisir, à comprendre les choses. C'est avec l'arrivée d'Internet, les choses ont commencé à changer. Les immigrants de notre génération ont commencé, pas avec l'arrivée d'Internet, mais je veux dire avec l'arrivée des réseaux sociaux. Excusez-moi parce que ce n'est pas la même chose. Mais avec l'arrivée justement des réseaux sociaux, les choses ont commencé à changer pour les immigrants de notre génération. Les choses ont commencé à comprendre beaucoup d'autres choses. Et petit à petit, même leur situation financière, économique a commencé à changer aussi petit à petit. Mais aujourd'hui aussi, beaucoup d'immigrants qui arrivent, justement, les gens de notre génération sont ceux qui sont en train de les aider justement à leur donner ce qu'eux n'ont pas réussi. Ce qu'eux n'ont pas réussi, c'est-à-dire donner des informations pertinentes, soit pour l'achat d'une maison, soit pour l'achat d'une voiture. Les immigrants d'aujourd'hui, quand ils arrivent, ils achètent très rapidement une voiture ou très rapidement une maison. Or, les immigrants d'avant, parfois, jusqu'à maintenant, n'ont pas acheté. Mais ça peut donner aussi une certaine arrogance aux nouveaux immigrants parce qu'ils peuvent dire, écoute, moi je suis venu récemment, j'ai pu m'acheter une maison, j'ai pu m'acheter une voiture, mais ceux qui sont là depuis avant moi n'ont pas pu faire X, Y, Z. Ça peut donner de l'arrogance. Mais la réalité est que l'aide que les nouveaux immigrants obtiennent, les anciens immigrants ne l'ont pas eu. Et puis c'est facilité en plus de ça par l'Internet. Donc même les anciens commencent à se battre maintenant, soit pour acheter des propriétés, soit pour acheter des véhicules. Des véhicules, on va dire, tout le monde a déjà eu. En fait, c'est plus facile d'avoir un véhicule au Canada, mais je veux dire, avoir même certains niveaux de véhicules. C'est très récent. C'est récent pour beaucoup d'immigrants. Donc ça a été compliqué quand même pour les anciens immigrants parce que la majorité ne pouvait même pas travailler.
Pas parce qu'ils ne voulaient pas travailler, mais ne pouvaient pas simplement. Parce que les opportunités de travail n'étaient pas nombreuses. Et ces opportunités étaient limitées. Exemple, juste les ordres. Par exemple, l'ordre des médecins, bloqué, il fallait recommencer. Des programmes entiers où quasiment 50% du programme, moi-même, je vous ai dit, même au niveau des secondaires, il aurait fallu baisser les niveaux pour recommencer. Et donc, tout ça, ça fait en sorte que les gens étaient même découragés. Certains ont dû se résigner à faire autre chose, d'autres à rentrer dans leur pays, d'autres à aller dans d'autres pays, d'autres, voilà, c'était compliqué, très compliqué. Aujourd'hui, c'est plus facile, même pour un médecin, c'est plus facile maintenant d'arriver et de trouver du travail facilement dans une province ou une autre. C'est plus facile aujourd'hui pour un ingénieur de trouver du travail au Canada. C'est plus facile c'est vraiment plus facile. C'est plus facile économiquement de lancer des entreprises, de faire des choses. C'est beaucoup plus facile qu'à l'époque. Justement par manque d'informations. Aujourd'hui, même avec les dossiers de crédit, il y a des formations, il y a des gens qui peuvent vous en parler, il y a des YouTube, il y a des ceci. Les gens peuvent quand même vous partager de l'information. Donc ça, c'est une expérience que les gens de notre génération n'ont pas eu. Ce qui fait que, justement, ça a joué un grand rôle dans la réussite ou l'échec des immigrants de notre génération il y a 20-25 ans. Aujourd'hui, ce sont ces gens, justement, de cette génération-là, qui commencent... Voilà, on fait une pause. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. Il y a les nouveaux qui arrivent, que ce soit pour les études, et le Canada aussi est devenu un pays qui accueille beaucoup plus d'immigrants qu'avant. Donc tout ça, on a contribué un peu par nos arrivées à faciliter justement l'acceptation des nouveaux qui arrivent maintenant. Ceux qui arrivent maintenant n'ont pas de problème, n'ont vraiment pas de problème, ne vont jamais connaître ce genre de problème. Même les racismes, ça existe toujours, mais ça ne sera jamais, en tout cas, ça dépend. Mais je ne pense pas que ça sera le même niveau d'il y a 20 ans, 25 ans. Et même celui des racismes d'il y a 20 ans, 25 ans n'est pas le même d'il y a 40, 50 ans, quand les premières générations, par exemple, d'Africains qui sont arrivés au Canada, ou au Québec principalement. Donc ça ne sera jamais le même. Donc ici, ceux qui arrivent aujourd'hui sont chanceux, ils ont moins d'obstacles, ils arrivent, ils trouvent du travail facilement parce qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre qui est au Canada. Ils arrivent, il y a déjà également la natalité, le taux de natalité qui a considérablement diminué au Canada. Donc aujourd'hui, c'est les immigrants qui fait augmenter quand même le nombre d'immigrants au Canada. Les immigrants parce qu'ils peuvent encore mettre au monde, voilà, 3-4 enfants. Or, parmi la communauté des souches, on parle généralement des 0 à 2 enfants, la moyenne. Et puis, voilà, les immigrants qui arrivent aident énormément, surtout avec la pénurie. Ce qui fait que les choses changent. Le Canada devient de plus en plus multiculturel. Il est déjà multiculturel à mon avis. Quoique, il y a toujours des poches de résistance, si on veut, qui n'acceptent pas cette réalité malgré l'absolue nécessité. Puisque, comme on l'a dit, il y a des pénuries partout. Si vous voulez que la société continue à fonctionner, ben, on a besoin des immigrants. Évidemment, il faut toujours contrôler les types d'immigrants qui arrivent, mais veut ou veut pas, on a besoin d'immigrants. Et ça, le Canada, c'est l'un des rares pays avec sa superficie à avoir aussi un problème des gens, de la population, voilà, que le Canada a actuellement.
c'est rare. Il n'y a aucun autre pays qui a, en termes de proportion, hein, par rapport à sa taille, un nombre de gens aussi bas. Tout ça, c'est justement, ça joue dans la prise de décision, ça joue dans l'économie du pays, ça joue dans la puissance, ça joue dans l'influence du Canada dans le monde. Ça joue sur plein d'autres choses. Donc c'est une politique sérieuse et réelle de peupler justement le Canada par l'immigration. Donc ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui, ça va jamais s'arrêter. Parce que même quand le Canada, les États-Unis à côté, sont déjà plus de 330 millions, alors que les pays superficie, c'est petit par rapport au Canada, mais le Canada compte 39 millions d'habitants. Écoutez, il y a l'espace en masse pour accueillir des millions de personnes sans problème. Donc, un jour, le Canada pourra aussi être parmi les pays influents au monde. Les pays influents au monde, je veux dire. Ils sont influents, mais cette influence peut augmenter avec le temps un jour. Un jour, par les nombres, plus la population augmente, plus son influence aussi va augmenter. Si un jour Canada arrive à avoir le même nombre de populations que les États-Unis, en tout cas, il pourrait y avoir un certain rapport de force entre les deux. Parce qu'actuellement, le Canada a la réputation de suivre tout ce que les États-Unis disent. On suit parce que, bon, voilà, on est un peu les petits frères. Le Canada est comme un petit frère des États-Unis. Et ça pourra changer seulement quand la population canadienne pourra atteindre le même niveau. C'est-à-dire 500 millions aux États-Unis, 500 millions au Canada. Là, ça pourra commencer à être intéressant. Mais avant ça, c'est compliqué. Donc ça, c'est un enjeu. Et peut-être aussi, parmi les choses, on va dire, le point négatif. D'abord, le point positif, c'est cette sécurité que le Canada procure. Sécurité, c'est relatif, mais je dis sécurité dans le sens des paix entre pays. C'est dans ce sens de sécurité que je vais parler. Ça, c'est déjà un positif. C'est positif aussi par rapport aux projets sociaux qui sont mis en place par les différents gouvernements. Donc le Canada, quand même, a un souci pour sa population. Et quoique, il y a toujours des agendas idéologiques derrière chaque camp politique qui arrive au pouvoir, qui va promouvoir certains agendas. Mais, de façon générale, la population, le système social est quand même un bon système. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est un bon système. Et ça, c'est déjà positif. Le négatif, c'est l'absence de débat au Québec. Au Québec et au Canada de façon générale, mais particulièrement au Québec. La pensée unique règne au Québec, règne au Canada. Il n'y a pas la diversité d'opinions. Même quand vous voyez, on organise des débats, des politiciens ou même d'experts, on invite toujours, on se demande même si c'est un débat ou c'est une conférence de presse. Parce que généralement, tous ceux qui sont sur la table en train de débattre partagent un même point de vue. Partagent un même point de vue, peut-être seulement les plans d'action, comment y parvenir est différent. Mais fondamentalement, ils partagent la même chose. Donc il n'y a jamais vraiment de vrais débats. C'est des débats, disons, on va dire, des scénarios, des mises en scène médiatiques. Ça, c'est mon constat depuis longtemps au Canada. Parce que vous n'allez jamais trouver un débat houleux, comme on peut en voir en France, comme on peut en voir aux États-Unis, où deux personnes donc, qui ont deux pensées idéologiques complètement opposées en train de débattre. Ça permet en tout cas à l'auditeur, au téléspectateur, de se faire une opinion. Mais au Québec, au Canada, c'est la pensée unique. Essayez d'imaginer n'importe qui viendra dire quelque chose d'autre
qui n'est pas approuvé, que ce soit par le gouvernement ou par les médias, ben cette personne va être cancellée directement. Cette personne va être, voilà, si c'est un politicien, finit sa carrière. Si c'est un ceci, renvoyé de son emploi. C'est vraiment la pensée unique. Cette pensée unique, je pense, à mon humble avis, est venue aussi avec le fait que le Canada est un système matriarcal. C'est un système matriarcal parce que avant, j'aurais pensé effectivement que c'était un système... Bon, en fait, je ne savais pas comment les situer. Évidemment, avec le temps, avec l'âge, avec les études, je comprends que c'est un système matriarcal parce que, justement, toutes ces... on va dire... Je ne vais pas non plus sonner autre chose parce que je vais pas... Il faut faire attention à ce qu'on dit, comme vous le savez. Alors, vous avez des gens, vous avez des lobbies qui vont toujours se plaindre, qui vont ceci... Et ces gens-là sont plus écoutés. Parce que les gens qui se plaignent tout le temps, ce n'est pas parce qu'ils ont raison que vous leur donnez ce qu'ils demandent. Simplement parce qu'ils sont ennuyants. Vous décidez, écoute, on va leur donner ce qu'ils veulent, qu'ils nous laissent tranquilles. C'est un peu ça, j'ai l'impression, qui fait que vous allez voir, certains groupes ont réussi à tout avoir et continuent de demander beaucoup plus. Ce qui fait que, finalement, les gens ne peuvent même plus dire ce qu'ils ont envie de dire, ne peuvent même plus faire ce qu'ils ont envie de faire. On a tout limité, on dit que c'est la... Voilà, on est dans les politiquement corrects, mais à l'extrême. Je suis d'accord avec les politiquement corrects parce qu'il faut respecter les gens, il ne faut pas blesser les gens, il faut faire ceci, il faut être sensible aux gens, tout ça. Mais c'est à l'extrême. C'est-à-dire que certains groupes, certains agendas idéologiques ont réussi à imposer leur vision sur les autres. Et les autres ne peuvent pas, ils sont pris, ils sont un peu en otage, ils sont pris parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont envie de dire, ne peuvent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, ils sont devenus honorifiques. Ils sont devenus des humains honorifiques. Et le plus grand taux d'humains honorifiques se trouve, à mon avis, au Québec. Où il y a des gens qui existent parce qu'on tolère leur existence. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ceux qui ont un semblant d'existence sont ceux qui disent publiquement soutenir la vision de ceux qui se sentent légitimes d'exister. Comprenez que je parle en pesant très fort mes mots, parce que je ne vais pas non plus avoir des problèmes. Je suis en train de prévenir, de donner mon expérience sur 25 ans au Canada, et donc je fais attention à mes mots. On ferme cette parenthèse vite avant que ça nous amène ailleurs. Donc pour dire que au Canada, il manque, parmi les choses que je décris, c'est l'absence de débat, c'est la pensée unique. Ça, c'est très fort. Au Canada, au Québec surtout, c'est très fort. La pensée unique, elle est très forte. Le manque de débat, on dit que c'est démocratique, mais ce n'est pas vrai. C'est démocratique tant que ça respecte, tant que ça, même pas ça respecte, tant que ça entre dans les cadres déjà tracés, dans un carré déjà tracé, dans les cercles déjà tracés. C'est démocratique. Mais quand ça n'entre pas dans ce cadre tracé, je ne sais pas, on ne va pas vous traiter comme démocratique. Ça, ce sont des perceptions. J'ai compris aussi que bon, je voulais entrer beaucoup trop dans la politique. Le but, ce n'est pas d'entrer trop dans la politique. J'ai déjà parlé un peu de politique. Mais l'idée, c'est que je voulais dire, au final, par cette expérience, il y a beaucoup à dire, comme j'avais déjà prévenu. Il y a tellement à dire, mais on ne peut pas tout dire aussi dans une vidéo courte. S'il y a des choses beaucoup plus spécifiques, on viendra. S'il y a des choses que j'ai dites maintenant qu'on aimerait approfondir, on peut poser des questions et puis on va approfondir. Mais l'idée, c'est vraiment
L'idée, c'est vraiment, en tout cas, ça coupe, ça fait déjà 40 minutes. Je vous dis merci. Vous êtes sur Cash Stratégie. Et puis à la prochaine. Si vous avez des questions, on suit, on s'abonne et on like. Ça va toujours nous aider. Et puis on va continuer à développer ce genre de vidéos. On va partager des contenus sur sérieux et puis qui peuvent voilà, influencer votre vie.